Une Russie de plus en plus menaçante, des inégalités qui s'accroissent sur tout le continent européen, une catastrophe écologique qui fait déjà partie de notre quotidien, un bien sombre tableau, mais surtout un moment de bascule historique, dit l'Institut Open Diplomacy, think tank dont la mission est, je cite, d'étudier les conditions d'une paix durable et d'un futur désirable pour les générations à venir, et qui vient de publier une étude fleuve intitulée Comprendre et combattre la polycrise. Bonjour Thomas Friand. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de radio. Vous êtes le fondateur de l'Institut Open Diplomacy et je précise que vous êtes également directeur exécutif de l'Institut Geopolitics and Business de l'ESSEC. En quelques mots, d'abord, pourquoi, selon vous, cette année 2025 est un symbole de cette polycrise que vous décrivez dans cette étude ? Si on comprend la polycrise comme l'encastrement de 4 grandes crises systémiques, écologiques, géopolitiques, économiques et démocratiques, 4 crises qui viennent s'amplifier mutuellement et qui produisent cette bascule historique, on retrouve dans l'année 2025, année de la polycrise, tous les fragments de cette bascule historique. Évidemment, il y a la réélection de Donald Trump fin de l'année 2024 qui a porté ses fruits dès le début de l'année, si j'ose dire, avec des conséquences immédiates dans le champ écologique, la sortie de l'accord de Paris sur le climat, pour n'en mentionner qu'une. Et par voie de conséquence, un échec relatif assez grave quand même de la COP30 au Brésil. Dans le champ géopolitique, on voit que s'accélère la menace russe sur l'Europe et la façon dont les États-Unis de Donald Trump font levier sur cette menace-là pour s'accaparer des ressources et à travers toute l'Union européenne. Donc ça, c'est pour le champ géopolitique. Dans le champ économique, eh bien, si on ne prenait que la référence du rapport Draghi, on sait que seulement 14% des mesures qu'il a préconisées ont été mises en œuvre. Donc, rapport de Mario Draghi, l'ancien dirigeant de la Banque Centrale Européenne sur la compétitivité notamment. Un rapport extrêmement important pour comprendre comment est-ce que l'économie européenne est capable de faire face à la compétition mondiale, qui est évidemment une compétition économique, mais qui est aussi une compétition géopolitique et qui détermine notre capacité à faire la transition écologique et énergétique ou à ne pas la faire de façon juste. Et puis dans le champ démocratique, c'est évidemment les principaux États membres de l'Union européenne qui font face à toutes les dimensions de cette polycrise-là et qui doutent. On connaît évidemment les résultats des élections fédérales en Allemagne avec un parti d'extrême droite comme l'AfD soutenu par Elon Musk, par le clan MAGA, soutenu et soutien de Vladimir Poutine aussi, et anti-européen qui n'a jamais fait un score aussi élevé, qui en miroir en France, voit une droite extrême qui, au fond, rend le pays relativement ingouvernable. Et donc, on voit bien que 2025, c'est une année où toutes les composantes démocratiques, économiques, écologiques et géopolitiques de cette polycrise-là sont parfaitement perceptibles en moins de 365 jours. Bon, on va pouvoir détailler et revenir en détail sur ces différentes crises, mais d'abord, ce concept de polycrise, on le retrouve pour la première fois en 1993. C'était le philosophe Edgar Morin qui l'avait formulé. Pourquoi cela vous semblait nécessaire de le remettre au goût du jour, ce concept ? Eh bien, c'est un concept qu'on a emprunté à Edgar Morin parce qu'il nous permettait d'expliquer de la complexité de la situation dans laquelle on est et de s'intéresser à ce qu'on appelle les effets de réseau. On pourrait étudier chacune de ces 4 grandes crises séparément, comme si prises individuellement, elles avaient de l'intérêt, et c'est le cas. Rien que sur la crise géopolitique, il y a 1000 choses à dire sur la façon dont la puissance chinoise se développe en parallèle de la menace russe, dont la prédation américaine s'accélère, etc. Donc chacune de ces crises prises isolément a un intérêt d'étude. Quand on les combine et qu'on les met en réseau, on voit qu'il y a un tout supérieur à la somme de ces parties. On voit pas seulement 4 grandes crises systémiques, mais une véritable polycrise dont les composantes s'amplifient mutuellement. Par exemple, le retrait américain de l'accord de Paris sur le climat, ça a des conséquences sur notre capacité à faire face au dérèglement climatique et à ses conséquences. Et donc toutes ces crises sont liées et elles s'amplifient mutuellement. Et pour comprendre le sentiment de bascule historique dans lequel qu'on vit, on avait besoin d'un concept qui s'intéresse aux interconnexions, aux rétroactions entre ces différentes crises. La théorie de la complexité d'Edgar Morin est extrêmement performante pour comprendre ça. Et ça nous aide, nous, citoyens, très simplement. Moi, j'ai un travail analytique avec ce rapport et mes co-auteurs sur la bascule historique, mais on peut le sentir à échelle individuelle, hein, l'espèce de tourbillon qu'on peut ressentir quand, pendant un été caniculaire,
tombent les unes après les autres des news sur les États-Unis reçoivent Vladimir Poutine en Alaska pour négocier, pour troquer presque l'Ukraine, en même temps qu'on reçoit des fake news sur la rentrée scolaire des élèves. Bref, à l'échelle d'un individu, à l'échelle d'une organisation, à l'échelle d'un pays, à l'échelle de l'Europe, on peut sentir les effets combinés de cette polycrise-là et ce sentiment de bascule, de vacille historique avec tous nos repères qui se brouillent et la confiance qui s'érode. Donc on le rappelle, 4 crises qui composent cette polycrise: géopolitique, écologique, économique, politique. Sur la crise géopolitique, d'abord, pourquoi selon vous, ce qui se passe notamment avec l'invasion russe en Ukraine bouscule les équilibres aujourd'hui, plus particulièrement au niveau européen ? Alors, tout a été bousculé avec l'agression russe de l'Ukraine. Et depuis 3 ans, ce qui est de plus en plus perceptible, c'est que ce qui se joue, ça n'est pas seulement la souveraineté et la sécurité des Ukrainiens, c'est la souveraineté et la sécurité de l'Europe dans son intégralité, avec Kiev qui est au fond, qui joue le rôle de bouclier pour les Ukrainiens naturellement, mais pour les Européens dans leur ensemble. Pas seulement parce que la menace russe se prépare et se prépare à l'échelle du continent. On le sait, c'est documenté. Les capacités militaires de la Russie en 2030 seront supérieures à ce qu'elles sont, largement supérieures à ce qu'elles sont en 2025. Donc la menace grandit. Et elle grandit parce que l'ambition russe face à l'Europe, elle est beaucoup plus vaste que l'Ukraine, avec des scénarios qui vont de l'agression et la déstabilisation d'États qui sont candidats à l'UE ou à l'OTAN, mais aussi des scénarios plus graves d'agression directe d'États qui sont membres de l'Union européenne et de guerre hybride généralisée, guerre hybride dans laquelle nous nous trouvons déjà. Mais ce qui est intéressant dans l'état dans lequel on est, c'est que non seulement la menace russe a dézoomé l'Ukraine et concerne toute l'Europe, mais également elle a un corollaire qui est encore plus grave, c'est la façon dont les États-Unis de Trump 2.0 cherchent à instrumentaliser cette menace russe sur l'Europe pour pouvoir vassaliser l'Europe. Et on le voit avec la nouvelle stratégie de sécurité nationale que les États-Unis ont publiée, qui est très explicite là-dessus, qui au fond consisterait à transformer l'Alliance Atlantique en une forme de pacte de Varsovie, c'est-à-dire un système d'alliance militaire qui crée une chape de plomb politique sur un continent, comme l'URSS, via les partis communistes européens, avait réussi à créer une chape de plomb sur l'Europe centrale et orientale, et que c'est ça qui est en train de se jouer. C'est comment Trump est en train, au fond, d'instrumentaliser la brutalité de Poutine pour pouvoir mettre au pas l'Europe, encore plus qu'il n'a commencé à le faire dès aujourd'hui. Maintenant, c'est très clair, c'est publié, c'est la ligne officielle de la Maison-Blanche et il s'appuiera pour cela sur les partis d'extrême droite européenne. C'est cette stratégie de sécurité américaine publiée le 5 décembre qui est en effet critique de l'Europe, qui ne parle même pas d'Union européenne, mais simplement effectivement d'Europe de l'Ouest. Pour vous, comment l'Europe elle peut sortir aujourd'hui de ce qui semble être, en tout cas selon ce que vous décrivez, une impasse géopolitique ? Alors, il y a déjà, il faut réfuter la notion d'impasse. Parce que ça voudrait dire que notre capacité à agir serait nulle. Or, en réalité, elle n'est pas nulle. On le voit de plein de façons. Ce sont aux États-Unis les big tech qui sont les principaux acteurs politiques, y compris dans la politique étrangère des États-Unis. Et on a des leviers pour faire respecter notre souveraineté numérique, la propriété de nos données personnelles, nos libertés fondamentales, des outils, y compris des outils de sanction de ces entreprises-là qu'on utilise très peu. On a renoncé à notre propre puissance et on peut tout simplement renouer avec la volonté politique et le fait d'utiliser les outils qu'on a à notre mesure. Mais plus fondamentalement, l'avenir de l'Europe dans l'histoire avec un grand H, puisque ce dont il est question avec cette polycrise, c'est le risque que l'Europe sorte de l'histoire. L'avenir de l'Europe réside aussi, d'abord et avant tout, en sa capacité, premièrement, à penser de façon autonome. On sait depuis le discours de la Sorbonne que cette notion d'autonomie stratégique, elle n'a pas été très bien accueillie dans l'ensemble de l'Union. Et on entend aujourd'hui beaucoup de voix européennes, y compris des voix officielles, dire que cette notion était indispensable et que se rendre compte que penser par nous-mêmes en Européens pour imaginer notre futur par nous-mêmes, c'est indispensable. Et pour traduire ça très concrètement, puisque c'est ça dont il s'agit, la première étape, ça consistera à reprendre le contrôle de notre épargne. L'Europe est un continent extrêmement riche qui dispose de plus de 300 milliards d'épargne nette à la fin de chaque année, épargne qui est investie
ailleurs que dans les intérêts européens, notamment dans les big tech américaines, et ne serait-ce que reprendre le contrôle de notre épargne pour financer notre propre défense, notre propre économie de guerre, notre propre transition énergétique, notre propre adoption de l'intelligence artificielle et je dirais même notre propre vision de l'intelligence artificielle. Au fond, l'Europe a des moyens pour ses ambitions et elle manque peut-être un peu d'ambition pour ses moyens et commencer par là, c'est une source d'espoir extrêmement forte qu'on commence à esquisser dans ce rapport sur la polycrise. On parle de polycrise aujourd'hui sur Euradio, un concept remis au goût du jour par un rapport publié il y a quelques semaines par l'Institut Open Diplomacy. On en parle avec son fondateur, Thomas Friand. Alors vous avez déjà commencé à l'aborder, mais à cette crise géopolitique s'ajoute donc une crise économique. En quoi les deux sont intimement liés ? Il y a une façon très simple de faire le lien entre la crise économique et l'ensemble des autres crises. C'est le lien budgétaire. On est, les Européens, et c'est particulièrement vrai pour la France, face à un dilemme très simple. Comment financer de façon équitable et en même temps ambitieuse vu l'ampleur des défis notre économie de guerre, puisqu'il va falloir tenir par rapport à la menace russe qui, comme les chefs d'état-major des armées des différents États membres de l'Union européenne l'ont rappelé, se manifestera contre nous directement d'ici 2-3 ans maximum. Donc financer notre économie de guerre, accélérer le financement de notre transition écologique parce que nous avons déjà déplacé le seuil de plus 1,5 degré de réchauffement planétaire et parce que nous avons déjà franchi 7 des limites planétaires. Donc il va falloir renforcer massivement les financements. Et puis comment rattraper notre retard de compétitivité. On dit souvent que le rapport Draghi a mis en lumière les défauts de compétitivité de l'Union européenne et on met ça sur le dos. Plutôt certaines familles politiques mettent ça sur le dos de notre ambition écologique, du Green Deal, etc., etc. Or, en réalité, le rapport Draghi sur la compétitivité met en lumière 25 ans de renoncement dans l'investissement depuis l'adoption de la stratégie de Lisbonne au début des années 2000, c'est-à-dire la stratégie qui devait faire de l'Union européenne le continent de l'économie de la connaissance et donc aujourd'hui des nouvelles technologies, de la compétitivité. Tout ça pour dire que les impasses budgétaires dans lesquelles nous sommes nous amènent à devoir... ce sont des impasses parce qu'elles nous laissent penser qu'on doit renoncer à l'écologie pour être compétitif, on doit renoncer à la technologie pour pouvoir être autonome stratégiquement et donc mieux défendre nos intérêts. Bref, comme si on était face à un choix cornélien. Il y a une façon très direct de répondre à l'ensemble de ces problèmes à la fois, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'épargne, reprendre le contrôle de l'épargne européenne et de la richesse dont disposent les Européens pour pouvoir développer financièrement et sur le plan industriel des solutions européennes aux problèmes des Européens. Et à partir du moment où on reprend le contrôle de nos capacités d'investissement et qu'on reprend donc le contrôle de notre destin écologique, technologique, militaire, alors on peut trouver des solutions qui nous sortent à la fois de la crise économique dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle nous nous enfonçons, et qui en même temps nous permettent de répondre aux autres crises, y compris la crise démocratique, c'est-à-dire la crise de la confiance, dans laquelle on a l'impression qu'une génération a lâché l'autre, ce qui est absolument désastreux pour l'avenir qui nous attend. Et vous parlez dans le rapport d'une crise de répartition pour illustrer la crise économique. Ça fait référence à quoi exactement quand on dit répartition ? Alors, il y a deux éléments derrière cette notion. Il y a à la fois l'enjeu des inégalités qui ont explosé dans toutes les économies mondiales. Je veux dire, encore en Europe, on corrige très fortement les inégalités par nos politiques de répartition, mais fondamentalement, elles ont considérablement explosé partout, au point où, quand les inégalités sont si importantes, la cohésion sociale est minée et il devient de plus en plus difficile de répondre à des défis historiques qui s'accumulent aussi lourdement que la défense, la compétitivité et la transition écologique en même temps. Donc il y a un enjeu de répartition pour recréer de la cohésion. Et il y a un deuxième enjeu de répartition, c'est un enjeu lié à la démographie. Puisque le vieillissement des populations étant ce qu'il est, la dénatalité étant ce qu'elle est, on a désormais une structure démographique qui est complètement inversée. Et donc la répartition de l'effort pour faire face à ces défis de très long terme dans la durée, elle devient d'autant plus difficile. Imaginez-vous la génération des actifs d'aujourd'hui qui doit financer un système de retraite qui reste tout aussi généreux et qui en même temps doit rattraper 2 décennies et demie de retard d'investissement dans la compétitivité, doit financer un niveau inédit d'investissement dans la défense parce qu'on a petit à petit renoncé
à investir dans notre défense en profitant des dividendes de la paix et rattraper le retard de financement de la transition écologique parce que l'anthropocène s'accélère. Bref, ça devient un peu insoutenable. Si bien que la répartition, elle doit se faire, si j'ose dire, selon deux échelles. À travers les classes sociales, la répartition des richesses, et à travers les classes d'âge, pour s'assurer qu'il y ait une véritable cohésion sociale et intergénérationnelle qui permette de sortir, de traverser la polycrise sans que la cohésion sociale explose au passage. Alors donc, polycrise, crise géopolitique, crise économique, mais donc évidemment aussi crise écologique. Thomas Friand, comment vous expliquez que parfois les dirigeants et les dirigeantes européens ne semblent pas prendre totalement la mesure de ce qui est en train de se passer, de cet anthropocène que vous avez décrit il y a quelques instants? En effet, l'anthropocène s'accélère, c'est-à-dire qu'on a déjà dépassé en 2025 la limite de réchauffement planétaire qu'on avait ciblée pour la fin du siècle, quand on a adopté l'accord de Paris il y a 10 ans. De la même manière, il y a une accélération de l'effondrement de la biodiversité au point qu'on parle de 6e extinction de masse. Il y a un consensus scientifique extrêmement fort là-dessus. Et il me semble que les causes de cette situation pour la crise écologique sont fondamentalement les mêmes que pour notre situation face à la crise économique ou face à la crise géopolitique, et y compris face à la crise démocratique. C'est une forme de déni, de manque de lucidité face aux enjeux du temps long, qui a structuré les choix collectifs depuis, disons, 3 décennies. Manque de lucidité qui a des corollaires très simples, individualisme, consumérisme, court-termisme, au fond tous les ferments de la société postmoderne qui nous ont privés ou qui nous ont empêchés, handicapés pour faire les efforts de temps long qu'il faut pour maintenir notre appareil de défense face à des menaces qui évoluent de plus en plus vite, maintenir notre niveau de compétitivité face aux ruptures technologiques, maintenir notre cohésion sociale et démocratique face à des crises de confiance de plus en plus complexes, et dans le champ écologique, évidemment, faire les mutations de nos modèles économiques, de nos modèles d'organisation et les investissements nécessaires pour, au fond, non seulement limiter les effets des dérèglements climatiques, mais aussi commencer à adapter nos sociétés. Et on voit bien que le manque de lucidité face aux défis du temps long, qui commence aujourd'hui à avoir des impacts dans le court terme, dans le quotidien, est un peu l'élément, le noyau dur, le fil rouge de la polycrise. Et c'est pour ça qu'on a intitulé notre rapport « Précis de lucidité pour négocier un tournant historique », puisque c'est de ça dont il s'agit, pour retrouver le chemin de la lucidité. Pourquoi on n'arrive pas à penser comme ça le temps long ? Alors, il y a des explications de nature macroscopique, politique, puis des explications de nature individuelle, microscopique. Je ne vais pas faire des genèses, une analyse sur le long cours. Je pense c'est important de s'intéresser à cette question aujourd'hui, ici et maintenant, en 2025. Face à cette polycrise-là, aujourd'hui, au niveau micro, au niveau individuel, on constate une forme d'état de sidération, avec une accumulation des chocs, des crises qui est tellement volumineuse en quantité de problèmes et en même temps grave en intensité des problèmes, il semblerait que la psyché préfère le déni à l'action. On n'arrive pas à voir plus loin que les nouvelles qui tombent, quoi. Peut-être même avant, ça c'est pour ceux qui regardent les nouvelles, et il y en a quand même beaucoup qui ne regardent plus les nouvelles parce qu'elles sont trop dures. Et c'est un mécanisme de protection qui est humain, trop humain, comme disait ce bon vieux Nietzsche. Mais sans être nihiliste ou cynique, on voit un peu le même phénomène au plan collectif. C'est-à-dire que quand vous agrégez ces éléments de déni, quand les individus qui composent une société procèdent plus du déni ou de détournement du regard des problèmes que de l'attention collective, de la lucidité, des choix de temps long, au fond, de construire petit à petit un État stratège, eh ben vous avez la puissance publique dont les horizons de temps se raccourcissent. Et vous avez des phénomènes après absurdes qui sont extrêmement dangereux pour ceux qui sont attachés aux valeurs démocratiques, une sorte de fanatisme qui est en train d'amour qui est en train de se développer pour les hommes forts, les régimes autoritaires, ou pour les régimes à parti unique dans lesquels il n'y a aucune alternance démocratique, et qui donc sont perçus comme respectables parce que capables de déployer des politiques publiques dans le temps long, au prix parfois d'actes génocidaires, de systèmes de répression généralisés, etc., etc. Donc en fait, par
par cynisme et par nihilisme quant à notre propre incapacité à tenir de façon cohérente un regard lucide sur l'état du monde et les politiques publiques qui vont en face, eh ben on en finit par dire on n'a qu'à faire comme font les systèmes autoritaires, c'est-à-dire limiter au maximum la liberté individuelle et tout conférer à des pouvoirs extrêmement centralisés, ce qui évidemment c'est l'aboutissement ultime de cette espèce de déresponsabilisation générale qui est précisément le problème de la lucidité qu'on pointe dans notre rapport. Et donc face à ça, il faut réinventer d'une certaine manière la politique pour lutter contre la crise politique qui est finalement, à vous écouter Thomas Friand, la mère de toutes les autres crises presque. C'est vrai que le chapitre qu'on consacre à la crise politique et morale est un chapitre à part entière, mais c'est comme un peu un soubassement philosophique au reste. On sent bien que derrière tout ça se joue une idée extrêmement effrayante, c'est que l'idée du progrès est un peu morte. C'est-à-dire l'idée que qu'une génération puisse bâtir pour la génération suivante un monde meilleur. C'est comme si on y avait renoncé par petites touches. Et puis maintenant que quasiment l'idée même est achevée, eh bien on va renoncer à l'idée elle-même. Et c'est ça le problème, le problème moral, le problème presque philosophique qui est ancré au cœur de la polycrise. Et c'est pour ça que s'appuyer sur aussi les concepts d'un philosophe comme Edgar Morin, qui savait penser les biens communs, c'était extrêmement important pour nous, parce qu'on voit bien que c'est le nœud de l'ensemble du problème. Et donc, en effet, sans faire de la politique, on sent bien qu'il y a un enjeu politique avec un grand P, c'est-à-dire renouer collectivement et individuellement avec cette idée qu'il est non seulement désirable, mais aussi possible d'avoir une génération qui prépare pour la suivante un avenir meilleur en ayant juste un regard plus clair sur l'état du monde, l'état de la planète, l'état de la société et une capacité à engager des ambitions qui prendront pas 2-3 ans à être mises en œuvre, mais qui prendront peut-être plusieurs décennies parce que c'est nécessaire pour qu'on ait un futur désirable pour nos enfants. Le futur désirable, vous essayez justement de trouver des pistes pour ce futur, Thomas Friand, dans ce rapport de l'Institut Open Diplomacy, donc sur la polycrise, qu'on peut retrouver intégralement en ligne sur le site de l'Institut Open Diplomacy. Merci beaucoup, Thomas Friand, d'avoir été avec nous sur Radio. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'Institut Open Diplomacy. Merci.